je vous passe la parole, Madame Fage. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis avec le RIV de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion de réseau qui trouve sa place dans le cadre de la semaine de l'intégration. Donc, comme vous le savez, il s'agit en ce moment de pouvoir valoriser toutes les initiatives que les territoires prennent pour concourir à l'intégration des primo-arrivants et notamment des réfugiés. Sur le site de la DRETS, vous trouverez toutes les animations que nous avons pu recenser pour le Grand Est. Plus d'une quarantaine apparaissent et cela témoigne bien de la richesse de notre implication dans la région, de l'ensemble des partenaires ou des institutions en direction de ces publics. Il y a donc une multitude d'événements cette semaine, plusieurs forums, et dans le cadre du partenariat avec l'ORIV que nous avons un peu mis en, comment je pourrais dire, en sommeil en 2021, parce que comme vous le savez, cette année a été particulièrement compliquée pour nous, puisque tout d'abord, il y a, et je tiens à le rappeler, une nouvelle organisation territoriale de l'État déconcentré, avec la création des directions régionales de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités, ainsi que sur les échelons départementaux des DETS ou des DETS-PP. Cela veut donc dire que ça a un peu bousculer nos habitudes de travail et nous aurions aimé pouvoir vous proposer davantage d'animation et de participation, mais je sais qu'il y a encore au menu différents séminaires régionaux, notamment le 8 novembre et le 2 décembre prochain. Donc, nous vous remercions tous de vous engager en faveur de ces populations primo-arrivantes ou réfugiées. Un chiffre, par exemple, sur l'arrivée en Grand Est de populations nouvellement réfugiées qui s'insèrent durablement, puisque le reporting national nous montre qu'au mois d'août 2021, dans notre région, nous avions 1589 réfugiés qui avaient trouvé un logement dans notre région, ce qui représente la mobilisation de 695 logements. Donc, cela montre que pour ce public, l'importance de leur proposer des actions qui favorisent leur intégration, particulièrement sur l'emploi et sur le logement. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir travailler en petits groupes et j'ai envie de dire que depuis 2020 et depuis la crise sanitaire, on a pu voir que partout sur les territoires, la mobilisation en direction des plus vulnérables avait été très importante. L'accompagnement des plus fragiles se fait de manière décloisonnée et pluridisciplinaire et votre participation témoigne effectivement de cette mobilisation et de l'intérêt pour toutes ces questions transversales. Donc, je vous remercie d'être nombreux et je pourrai participer en replay en regardant effectivement la séquence puisque c'est enregistré. Voilà, je vous souhaite une bonne séance de travail et à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Le séminaire d'aujourd'hui, effectivement, on a engagé ces démarches de séminaire depuis maintenant 2 ans. Comme Madame Fage l'a rappelé précédemment, on n'a pas organisé de séminaire sur le premier semestre pour des raisons d'organisation. Et donc, on a tenté là de réfléchir un petit peu sur comment on allait organiser les choses sur le second semestre. Et puis, on a trouvé que l'idée d'utiliser, entre guillemets, la période où on a cette semaine de l'intégration souhaitée par la Direction générale des étrangers en France et la délégation interministérielle à l'accueil des réfugiés, donc la DGF et la DIR, était une occasion de relancer le travail en réseau. Cette logique en réseau nous permet de faire de l'échange de pratiques, mais aussi identifier les obstacles que vous pouvez rencontrer pour qu'on puisse
mieux orienter et faire remonter les enjeux qui se trouvent au niveau du Grand Est. Pour la séance d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, au-delà de l'intervention que Madame Fage vient de faire, c'est de présenter quelques éléments sur l'évolution de la présence primo-arrivante sur le Grand Est. On le fait habituellement tous les ans. Hein. Ça permet aussi que vous puissiez réagir par rapport à votre propre vécu. Est-ce que ça correspond à ce que vous percevez? Est-ce que, du coup, vous avez besoin d'éléments complémentaires? Voilà. Donc, on fera un premier temps sur ce volet-là. Ensuite, on aura une présentation rapide, synthétique de l'accord cadre autour des questions pour favoriser l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, avec le soutien de Pôle emploi. Puis, donc un petit échange si nécessaire. Et ensuite, je vous proposerai de travailler une demi-heure en sous-groupe pour permettre en fait d'échanger plus directement qu'avec cette configuration large qui ne nous permet pas trop de pouvoir échanger. Je vous expliquerai les modalités. On a essayé d'organiser quelque chose qui, je l'espère, sera assez simple à gérer à distance pour les uns et les autres. Donc, tout à l'heure, c'était donc effectivement, peut-être que tout le monde ne connaît pas Madame Fage. Donc, Véronique Fage est directrice adjointe au pôle Solidarité, Compétences, Économie dans la nouvelle structuration de la DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le Grand Est. Pour ceux qui n'auraient pas l'info, c'est la fusion entre guillemets entre la DRDJSCS et la Directe. Donc, qui a été effective à partir du 1er avril de cette année. Si je dis des bêtises et si Madame Fage ou quelqu'un est encore là, n'hésitez pas à m'interrompre. 2 mots sur l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, puisqu'il y a quelques nouvelles structures qu'on ne connaissait pas. Donc, on est un centre de ressources régional. On intervient autour de 3 domaines différents, l'intégration des immigrés, la prévention des discriminations et la politique de la ville. Peut-être que certains nous connaissent plus sur le volet politique de la ville, mais effectivement, on a un financement régional autour des questions d'intégration des immigrés et donc dans une logique de mise à disposition de ressources statistiques, qualitatives, quantitatives, voilà, avec une logique aussi de production d'éléments de connaissance. Certains d'entre vous nous sollicitent pour des éléments statistiques ou des données. N'hésitez pas à le faire. Et on a aussi une fonction de confrontation des cultures professionnelles, c'est-à-dire permettre des temps d'échange, etc. Vous voyez à l'écran du support que je vous présente notre lien vers le site internet de l'ORIV, ainsi que 2 autres sites. Le site du réseau Récit avec lequel on est partenaire et le site du portail européen sur l'intégration auquel nous contribuons également. Pour information, le PowerPoint vous sera transmis à l'issue de la séance. Donc, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis peut-être aux uns et aux autres, n'hésitez pas à solliciter une prise de parole si vous souhaitez intervenir à un moment donné. Alors, comme je n'ai pas toutes les vignettes en vue, puisque je suis avec le suivi du PowerPoint, vous pouvez le signaler par le chat. Et si jamais je ne réponds toujours pas, n'hésitez pas en fait à prendre reprendre le micro et intervenir directement, il n'y a pas de souci. Voilà, juste pour le préciser. Donc, je vais poursuivre, si je peux. Voilà. Donc, je ne me suis pas présentée. Donc, Muriel Maffesoli, je suis la directrice de l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville. Et il y a 2 de mes collègues qui sont également avec nous. Alors, au moins une là actuellement, donc Martine Thiebaud, qui suit les dossiers d'intégration en lien avec moi. Et on a l'appui d'un autre collègue sur des aspects techniques aujourd'hui. Alors, quelques éléments, comme je vous le disais, sur la population
primo-arrivante. Et avant de démarrer sur la population primo-arrivante, on sait très bien que l'arrivée et l'installation, comme l'a évoqué juste un instant Madame Fage, peut avoir différentes raisons sur un territoire. Alors, il peut y avoir des opportunités de logement, c'est notamment le cas dans le cadre des réfugiés, hein, puisque le dispositif national d'accueil et d'orientation des publics demandant l'asile fait qu'il y a des répartitions qui sont liées notamment aux disponibilités de logements, mais aussi à la présence antérieure de populations immigrées sur le territoire. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. L'autre raison pour laquelle un certain nombre de personnes s'installent dans la région, c'est parce qu'ils ont déjà une famille, des proches au niveau du territoire. Donc, ça nous semblait important de démarrer cette approche en rappelant quelques données. Donc là, puis l'autre enjeu aussi de rappeler ces données, ça permet de vous signaler quelles sont les données disponibles et donc sur lesquelles éventuellement vous pourriez nous solliciter si vous avez besoin d'éléments. Donc les premières données utilisées, c'est la présence telle qu'elle est démontrée dans le recensement de la population. Les données qui sont utilisées là pour pouvoir faire un petit zoom, c'est les données de population de 2017. C'est les plus récentes disponibles au niveau d'une analyse fine du public immigré. On commence à avoir les données 2018, mais on est sur 2017. Petite précision, quand on parle de données 2017 au niveau de l'INSEE et du recensement de la population, en fait, c'est des données qui ont été recueillies sur 5 ans. Donc, c'est de données entre 2015 et 2019. Et en fait, l'année de référence est mentionnée 2017. Voilà, c'est une petite précision et c'est pour ça, du coup, que les données les plus récentes sont 2018, puisque ça nous permet d'avoir les données jusqu'en 2020. Si ce n'est pas clair, hein, n'hésitez pas à me répondre. En 2017, au niveau de la population de la région, donc on comptait 498 000, on va dire 500 000 personnes au niveau de la population immigrée. 500 000 personnes. Alors, excusez-moi. Je ne prends pas sous les yeux les bons documents, ça ne va pas aller. Ouais. 500 000 personnes immigrées. On se situe donc avec ces 9% de la population de la région. C'est un pourcentage qui s'accroît légèrement d'année en année. Avant qu'on devienne Grand Est, le positionnement des 3 ex-régions était très différent. Hein. On avait donc la région Alsace, qui est une région qui a un taux de présence immigrée particulièrement importante, et on a la partie Champagne-Ardenne qui était moins importante. Le regroupement fait qu'on est à ce niveau-là et on se situe au niveau de la 5e région de France en termes de taux d'immigrés, hors ultramarins, je tiens quand même à préciser. Donc là, on est sur des données métropolitaines. Comme je l'indique, on a un taux de présence immigrée qui est un peu inférieur à celui du niveau national, qui est à 9,6. Mais comme on va le voir, je le dirai à tous les cas, c'est variable selon les départements, puisque l'histoire de la présence immigrée dans les différents départements du Grand Est sont très différentes. Et du coup, effectivement, on a des réalités qui ne pas du tout semblables. Voilà. Ce qui est intéressant de relever, c'est, puisque quand on parle de primo-arrivants, on va s'intéresser seulement aux personnes hors Union européenne. Là, les 500 000 personnes dont je parle, c'est immigrés, toutes nationalités confondues. Je vous ai mis dans ce slide la définition du terme immigré utilisé par l'INSEE. Donc, à savoir, c'est une personne qui a vécu directement la migration, hein, c'est une personne qui est née étrangère dans un pays étranger et qui vit actuellement en France, quelle est ou pas la nationalité française. La notion d'immigré est une notion qui nous permet d'identifier que quelqu'un a migré, a donc vécu la migration. Et ce terme ne renvoie qu'à ces personnes-là. Et donc, il est différent du terme d'étranger.
puisqu'on peut avoir des personnes étrangères sur le territoire français, c'est-à-dire n'ayant pas la nationalité française, mais n'ayant pas migré, parce que nés de parents étrangers sur le territoire français. Ça va, tout le monde me suit? Je ne sais pas trop. Vous m'interrompez s'il y a un souci. Ce qui est intéressant donc de relever, c'est que parmi ces populations immigrées au recensement, au niveau de Grand Est, c'est 63% de la population immigrée du Grand Est qui est ressortissant hors Union européenne. On a un taux qui s'accroît d'année en année, mais qui reste quand même en deçà du plan national qui est à 69,5%. Voilà. Alors, là aussi, on va voir, c'est très différent selon les départements. Par exemple, la Moselle va avoir un taux de ressortissants hors Union européenne plutôt faible par rapport à d'autres départements, parce que l'histoire migratoire de la Moselle a une histoire migratoire ancienne, fortement marquée par l'Italie et la Pologne, notamment pour les personnes aujourd'hui les plus âgées au niveau de la migration, mais ça reste encore très marqué au niveau historique sur la population immigrée, bien sûr. Alors, je passe à la slide suivante. Vous voyez justement ici une présentation par département de cette population immigrée et la manière dont elle se répartit. Donc, vous voyez que par département, à l'échelle de chaque département, si on prend le département qui compte le plus grand nombre d'immigrés, c'est pas très surprenant, c'est le Bas-Rhin, mais c'est aussi le département qui compte la population la plus importante à l'échelle des 10 départements du Grand Est. Donc voilà. Par contre, quand on regarde la part de la population immigrée dans la population totale du département, il est intéressant de souligner que le Haut-Rhin est le département qui compte la population immigrée la plus importante, puisqu'elle s'élève à 12%, alors que la moyenne régionale que j'évoquais tout à l'heure est à 9%. La Haute-Marne est le département qui compte la part la plus faible à l'échelle de la population de la Haute-Marne de population immigrée, avec un taux de 4%. Donc ça donne une tendance en termes de poids dans le département, mais on va voir aussi que pour pouvoir agir auprès des publics, on ne peut pas se satisfaire de prendre simplement le poids des populations. Vous avez deux autres colonnes qui permettent de montrer la part des immigrés nés dans l'Union européenne et la part des immigrés hors Union européenne. Comme je l'évoquais précédemment, si vous regardez le département de la Meuse et celui de la Moselle, on a des parts hors Union européenne qui sont particulièrement basses. Inversement, dans l'Aube et dans la Marne, on a une part des immigrés hors Union européenne beaucoup plus importante que la moyenne régionale. Donc, ce tableau permet simplement de pouvoir un peu spécifier les grandes tendances des populations déjà en place, donc ce qu'on appelle ceux qui sont déjà installés. Et donc, on va voir tout à l'heure, enfin, ce peu là, comment ça prend forme, entre guillemets, avec l'arrivée des nouveaux migrés donc, et des primo-arrivants en tant que tels. Donc, je poursuis. Alors, avant d'arriver sur les primo-arrivants, sachant que, vous le savez, je pense tout autant que moi, mais je le rappelle peut-être très rapidement, les primo-arrivants, donc signataires du contrat d'intégration républicaine, ne couvrent pas les signataires ne couvrent pas la totalité en fait des publics qui sont amenés à rester sur le territoire national et à être acceptés sur le territoire national, puisqu'on va avoir des étudiants qui ne sont pas signataires du CIR et on peut avoir aussi des personnes pour motifs professionnels. Du coup, pour pouvoir avoir une vision globale sur le territoire Grand Est, je vous propose de jeter un coup d'œil rapide sur les titres de séjour délivrés en 2019, qui ont été publiés cet été par le ministère de l'Intérieur, afin d'avoir un peu une idée du profil des personnes qui arrivent donc, sur le territoire Grand Est au fil du temps, et surtout comment ça se positionne par rapport au national.
Alors, il y a 5 grands types de répartition, enfin 5 grands types de titres de séjour. Celles pour des raisons familiales, ça va être les membres de famille de Français, le regroupement familial. Celles pour des raisons d'études, celles qui s'appellent pour motifs humanitaires. Alors, je rappelle que c'est des personnes qui ont obtenu un titre de séjour de plus de 3 mois. Donc ici, il s'agit bien des personnes à minima ayant eu le statut de réfugiés, protection subsidiaire ou autre. Il ne s'agit pas là des chiffres des personnes en demande d'asile. On va avoir des personnes aussi qui arrivent pour des raisons professionnelles et puis un ensemble de divers par ailleurs. Quand on regarde très rapidement ce que ça donne, on se rend compte, que premièrement, les raisons familiales et les raisons d'études sont les 2 raisons principales pour lesquelles les personnes rentrent sur le territoire français, hein, que ce soit à l'échelon national ou que ce soit à l'échelon régional. Par contre, ces 2 raisons sont plus importantes sur le Grand Est, proportionnellement, qu'au niveau national, avec un point d'écart. Alors, ce n'est pas majeur, mais quand même, il y a un point d'écart. Là où c'est intéressant de regarder, c'est les motifs humanitaires. Donc, les personnes qui vont relever notamment de la protection internationale, donc les bénéficiaires protection internationale, les BPI. Les BPI représentent 13,6% des personnes obtenues un titre de séjour en 2019, au niveau français. Et au niveau du Grand Est, ils représentent 18% de l'ensemble des personnes arrivées sur le territoire. On voit très nettement là, et c'est une tendance qu'on constate depuis des années et qui s'accroît, qu'en fait, le territoire Grand Est accueille proportionnellement plus de bénéficiaires de la protection internationale que la tendance nationale. Inversement, on voit exactement l'inverse sur les personnes ressortissant pour des motifs professionnels. Vous voyez qu'il y a un écart du double, 7,5% sur le Grand Est et 14,1% au niveau français. Les divers, c'est un ensemble de raisons. On est assez proche de la situation au niveau français. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Ou ça va? C'est bon, je poursuis? Je n'entends personne, donc je me dis que tout va bien. On va dire ça. Oui, tout va bien. Bon, oui. Merci. Tout va bien. Non, mais vous savez, c'est un peu, vous le savez, hein, les visios, c'est toujours un peu compliqué puisqu'on perd le lien avec les personnes. Alors, maintenant, un zoom sur la présence primo-arrivante dans le Grand Est. Je tiens déjà à remercier l'OFII, puisque c'est grâce à l'OFII que je peux vous présenter ces éléments-là. L'ORIV, depuis 1995, a bénéficié en fait de données transmises par l'OFII, à l'époque l'OMI, pour pouvoir suivre un petit peu cette réalité de la présence primo-arrivante dans le Grand Est. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble, et c'est vrai qu'avec l'élargissement au Grand Est, du coup, on a récupéré depuis 5 ans maintenant les données sur l'ensemble des départements, et ça permet d'avoir une analyse assez fine. Donc, je le dis, hein, et on peut avoir une analyse aussi par commune. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à le signaler. En direction des DETS et DETS-PP, on est en train de remettre à jour des fiches départementales qui vous sera retransmis. Voilà, au cas où. Donc, en 2019, on avait 7000, un peu plus de 7000 personnes qui avaient signé un contrat d'intégration républicaine. C'était un accroissement assez conséquent par rapport à l'année précédente, puisqu'il y avait 17,5% d'augmentation. C'est une situation semblable à celle qu'on relevait dans la région Île-de-France. Donc, un phénomène assez marquant. Je disais tout à l'heure quand même qu'on a des caractéristiques particulière et que du coup en 2019 on voyait vraiment cette réalité et une augmentation assez sensible. Alors 2020, bien évidemment, il faut le prendre avec beaucoup de précautions
la situation de la crise sanitaire fait que, comme on ne pouvait plus bouger, effectivement, on a constaté à l'échelon national une baisse assez forte finalement de l'arrivée et des signataires du CIR. Du coup, en 2020, nous comptabilisons seulement, entre guillemets, un peu plus de 5000 signataires du CIR, soit une baisse de quasiment 29%. Je tiens à préciser que cette baisse, elle est plus importante que celle qu'on relève au niveau national, qui est autour de 25%. Donc, on a quand même 3 ou 4 points de plus, avec des différences très marquées selon les départements. On a une baisse très forte sur le département de la Meuse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges, qui peuvent s'expliquer d'une part par les impacts de la crise sanitaire plus fortes sur certains départements que d'autres, notamment le Haut-Rhin, qui a été un des premiers départements touchés. Du coup, ça a impacté. Et puis pour les autres, ça peut être aussi des liens et des démarches qui n'ont pas abouti, des services qui étaient fermés, etc. Donc du coup, on a une baisse assez forte sur notre région et des baisses encore plus importantes pour certains départements. Du coup, ça laisse quand même en présager d'un rebond sur 2021. Et tout à l'heure, Madame Fage évoquait le nombre d'arrivées identifiées à partir du mois d'août 2021 en nombre de réfugiés. Je pense qu'effectivement, mais ça peut-être que vous pourrez réagir tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant pour pouvoir s'assurer que les actions sont les plus adaptées à cette réalité-là. On va le voir, on a une répartition quand même très inégale des signataires du CIR selon les départements, mais aussi on a une réalité sociodémographique variable selon les départements. Donc je reviens sur ces éléments-là. Donc un premier graphique qui permet, en termes de poids, d'identifier finalement quel est comment elles se répartissent les signataires du CIR. Alors, 2 éléments entrent en ligne de compte dans cette répartition. La population générale du département, c'est-à-dire que les petits départements, effectivement, assez logiquement, se retrouvent avec moins d'arrivées. C'est pas anodin que le Bas-Rhin accueille 29% des primo-arrivants et la Moselle 19%. C'est quand même les 2 départements les plus importants en termes de poids. La Meurthe-et-Moselle, avec le Haut-Rhin qui vient après, on va les retrouver autour de 13% et 10%. Et puis, on va retrouver donc la Marne avec 11%. Et puis après, on a un lot de petits départements. Alors, j'utilise le terme de petits départements, mais il ne faut pas le prendre négativement, parce qu'on va voir que, en tout cas, dans l'analyse que nous proposons au niveau de l'ORIB, on insiste toujours sur le fait qu'il est important de travailler en termes de masse globale d'arrivée, parce que ça a un impact, indéniablement, mais qu'il est aussi important de tenir compte des situations des petits territoires, où souvent, en fait, le nombre d'acteurs parties prenantes sont moins importants, les habitudes de mettre en place des actions en direction de ces publics aussi. Et en fait, on a une dispersion beaucoup plus importante de ces personnes à l'échelon des petits départements. Donc, il faut toujours avoir une analyse qui prenne en compte ces 2 dimensions. Alors, du coup, c'était important, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, de dire quelles sont les tendances générales qu'on a sur les signataires du CIR, tendances qu'on retrouve plutôt dans la durée, même si 2020 a été un phénomène un peu particulier, mais même avec une baisse du nombre de signataires, on retrouve les mêmes réalités en tant que telles. On a un pourcentage de signataires de femmes un peu plus important que les hommes. Un élément important, c'est une très forte diversification des pays d'origine. En 2020, comme les années avant, mais peut-être un tout petit peu moins marqué, plus d'une centaine de nationalités différentes, ce qui pose beaucoup de questions en termes d'apprentissage de la langue pour construire des cours adaptés, notamment
sur les territoires où il y a moins d'arrivées, puisqu'il faut avoir une taille suffisante pour organiser les cours, un niveau de prescription linguistique élevé par rapport au niveau national. Pour une bonne raison qu'on verra, c'est que ces nationalités, elles sont souvent en fait marquées par des pays non francophones. À l'échelon national, on a beaucoup de nationalités différentes qui arrivent aussi, mais pas mal de nationalités de personnes venant de pays anciennement francophones. Donc, le taux de prescription linguistique est parfois beaucoup moins important au niveau national. Je vais y revenir tout à l'heure. Au niveau du Grand Est, en 2020, c'est 575 communes différentes qui ont été concernées par l'arrivée d'au moins un primo-arrivant. C'est quand même assez important. Et quand on regarde sur 5 ans, pour avoir fait l'exercice, on a plus de 1200 à 1300 communes qui ont été concernées, alors des fois ponctuellement et des fois de manière systématique tous les ans, mais on a cette réalité-là. Un des enjeux actuellement mis en avant par le ministère de l'Intérieur sur l'intégration des primo-arrivants, c'est le travail à l'échelon territorial et le travail avec les collectivités. Du coup, ça prend tout son sens quand on voit cette réalité-là sur le Grand Est. La répartition par type d'entrée donc évolue fortement, mais comme je le disais, on va le voir là, on reste marqué par une présence de bénéficiaires de la protection internationale assez important et variable selon les départements. Donc, j'arrive justement au réseau d'entrée sur le territoire au niveau des signataires du CIR. Donc, en 2020, au niveau des signataires du CIR, si vous regardez le diagramme que je vous propose, et si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure sur le niveau national, on a une très faible arrivée sur le plan économique. Par contre, l'asile, donc le terme est inapproprié, mais c'est celui qui est utilisé dans les données. En tout cas, c'est donc plutôt les bénéficiaires de la protection internationale représentent en fait 30% des signataires du CIR à l'échelle du Grand Est. L'année dernière, enfin l'année d'avant, en 2019, on était à 37%. Donc, c'est vrai que du coup, la crise sanitaire et l'entrée sur le territoire qui était limitée a impacté en fait ces bénéficiaires de la protection internationale. Ça veut dire aussi que la question du rebond que j'évoquais tout à l'heure risque sur 2021 de se faire notamment pour ce public-là, d'autant plus qu'il y a la question afghane qui s'est rajoutée pour 2021 et que du coup, peut-être aussi que la question des traumatismes que ça suppose pour les personnes risque aussi d'être aggravée puisque le temps de déplacement et d'errance a pu être plus long en fait pour ces personnes aggravées par la crise sanitaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, je regarderai juste après. Alors, ici, je vous ai proposé, alors pour pas trop complexifier les choses, de mentionner la manière dont les personnes, enfin par département, la répartition de la part des entrées pour des raisons familiales et de la part des entrées pour des raisons de protection. Quand vous regardez grosso modo, vous devez, je pense que vous le voyez assez bien. Donc, je vous le disais au niveau du Grand Est. Donc, le Grand Est, c'est les colonnes qui sont tout au bout à droite. On a donc 58% des personnes qui rentrent pour des raisons familiales et 30% pour des raisons, on va dire, de protection. Le département qui se démarque le plus, c'est la Haute-Marne. Vous voyez que vous avez 60% des personnes qui sont signataires du CIR sont entrées pour des raisons de protection et seulement 33% pour des raisons familiales. Alors, par rapport à la totalité du volume des signataires du CIR, la Haute-Marne n'est pas le département qui accueille le plus de personnes, on est bien d'accord. Mais néanmoins, cette particularité-là fait qu'il peut y avoir des enjeux spécifiques et des prises en charge à adapter à ce territoire. Inversement,
Le département qui va avoir deux départements se démarquent par une arrivée de migration familiale plus importante que la moyenne, c'est le Haut-Rhin, où vous voyez 73%, hein, et la Marne, 67%. Je tiens à rappeler que c'est les données 2020 et qu'en 2020, la migration familiale était un tout petit peu plus facile que la migration pour des raisons de protection, vu le contexte. Hein. Mais on voit bien que du coup, ces éléments-là, par département, montrent que effectivement, les modes d'intervention à l'échelle départementale peuvent fortement varier d'un département à l'autre parce qu'on a des situations sociodémographiques différentes. Derrière le motif d'entrée sur le territoire, c'est aussi des politiques publiques qui sont différentes dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi. C'est aussi des caractéristiques de nationalité différentes. Et les personnes qui arrivent pour des raisons familiales, comme le nom l'indique, arrivent dans un contexte où ils sont accueillis par leur propre famille, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui arrivent pour des raisons de protection. J'essaye d'avancer un tout petit peu plus vite. Alors, ici, assez rapidement, un élément quand même qui est intéressant à souligner, parmi les personnes relevant donc de l'asile, donc 1478 personnes en 2020 signataires du CIR dans le Grand Est, hein, c'est intéressant, ce qu'on relève, c'est que parmi ces personnes, on constate une augmentation assez forte des bénéficiaires de la protection subsidiaire par rapport aux réfugiés. Alors, vous dire peut-être ça vous paraît bizarre que je fasse la distinction entre les deux, mais le niveau de protection n'est pas tout à fait le même, notamment par rapport au titre de séjour, et donc peut avoir un impact sur la personne par rapport à sa perception de son parcours et de sa présence sur le territoire. Donc c'est peut-être intéressant de le souligner. Et de la même manière, sur la question des familles, et des raisons familiales, vous voyez également que bien évidemment, enfin, et ça c'est une tendance assez ancienne, hein, c'est les familles de Français, notamment les conjoints qui sont les plus importants. Hein. 1565 personnes sont arrivées sur le territoire régional, pour rejoindre un Français en tant que tel. Le regroupement familial, lui, est particulièrement bas, hein, 376 personnes concernées. Après, les conditions d'entrée au titre de regroupement familial sont complexes, assez longues, d'autant plus dans le contexte de crise sanitaire. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat sur quelles sont les différences de prise en charge entre les protections subsidiaires et réfugiés. Alors, ce n'est pas forcément une différence en termes de prise en charge, hein, mais c'est une différence au niveau du titre de séjour qui est délivré, hein, puisque le statut de réfugié, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à ouvrir les micros, permet d'accéder quasiment directement à un titre de séjour de longue durée, donc à une carte, hein, permettant de résider sur 10 ans, alors que le statut de protection subsidiaire ne le permet pas directement. Il va falloir attendre. Et donc, du coup, on a une première carte qui va être renouvelée pour pouvoir atteindre les 10 ans. Donc, c'est simplement cet élément-là qui va entrer en ligne de compte. Mais pour des personnes qui attendent une protection depuis un certain temps, ça peut avoir un impact psychologique. Après, l'accès au travail, l'accès au logement n'est pas différencié, et du coup, c'est pour ça qu'on parle des bénéficiaires de la protection internationale de manière générale. Voilà. Si jamais j'ai dit une erreur et si quelqu'un veut compléter, n'hésitez pas. Je le redis. Je poursuis sur la partie des nationalités. Alors, je le disais tout à l'heure, 118 nationalités différentes sont présentes sur le territoire régional au niveau de 2020, hein, au niveau des signataires. Là, je vous ai mis les principales nationalités, et ces quelques nationalités représentent à eux seuls 64% des signataires du CIR. Donc, c'est peut-être qu'on a quand même un grand nombre de nationalités, mais quand même une concentration sur quelques nationalités.
Vous voyez, quand on regarde ces données, c'est qu'on va avoir à la fois, j'allais dire, des publics traditionnels de migration, le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, c'est historiquement sur le Grand Est, c'est des populations qui sont présentes, etc., et qui se renouvellent plutôt par le regroupement familial ou les membres de famille de Français. Et on va avoir également des déplacements de population, plus pour des raisons de crise, de guerre, etc. Et donc, déjà en 2020, on trouvait en deuxième position les Afghans, les Kosovars, après, les Albanais, arméniens. Alors, la Russie, c'est les Tchétchènes, en fait, puisque ce n'est pas les Russes qui demandent l'asile. On va trouver le Soudan, la Syrie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors, on voit bien déjà là une grande diversité. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail, je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui par département, mais par département, on a vraiment des réalités très, très variables par les nationalités. On va trouver plutôt des Kosovars à tel endroit, des Tchétchènes à d'autres, les Camerounais à d'autres endroits. Et du coup, on voit bien qu'il y a aussi un travail d'approche sociodémographique, puisque le vécu au pays, l'histoire socio-professionnelle dans le pays peut être extrêmement variable. Et bien évidemment, le lien à la scolarisation est très variable selon les pays. Donc, du coup, ça a un impact. Autre élément, c'est que tous ces aspects ont un impact aussi, ces nationalités, sur la prescription linguistique. Donc, je vais passer tout de suite sur la prescription linguistique. Vous savez que depuis 2 ans maintenant, le nombre d'heures proposées a augmenté. On peut aller jusqu'à 600 heures. Ici, vous avez l'approche de la totalité des personnes. Donc, on voit premièrement qu'au niveau du Grand Est, 54% des signataires du CIR ont suivi un cours de langue dans le cadre de l'OFI, donc avec une prescription linguistique, donc 1 sur 2. Je suis en formation là. Excusez-moi, on vous entend. On a un taux de prescription linguistique à l'échelle du Grand Est un peu supérieur au niveau des hommes que des femmes, comme vous pouvez le constater. Mais quand on regarde de plus près, en fait, on va avoir une évolution en fonction du nombre d'heures proposées. Et donc, autant sur le nombre d'heures le plus bas, les 100 heures, on a à peu près le même niveau entre femmes et hommes. En fait, on va retrouver une situation différente sur 600 heures. Parti. Voilà. J'ai essayé de regarder le taux de prescription linguistique par département parce que ça permet là aussi que vous puissiez identifier. Donc, on voit des taux de prescription linguistique très variables par exemple, la Haute-Marne se signale par un taux de prescription particulièrement élevé, à plus de 70%. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit précédemment, la Haute-Marne est aussi la région qui accueille le plus de personnes liées à la protection internationale. Et donc, le plus souvent, des personnes qui ne maîtrisent pas du tout la langue française. Donc, ça peut expliquer. Et puis, on va avoir la Marne, inversement, à un taux bas, qui peut aussi s'expliquer par le fait qu'on a plutôt des arrivées de personnes dans le cadre pour des raisons familiales et où, je crois que je l'avais évoqué tout à l'heure aussi, avec un taux de personnes plutôt algériennes, issues d'anciens pays francophones. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Françoise Nassamy qui a accepté de nous présenter l'accord cadre national en faveur de l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants.
Cet accord est en train de donner lieu à déclinaison, il me semble, au niveau régional et ou départemental à l'échelle du Grand Est. La question de l'emploi, Valérie vient d'évoquer, hein, et de la formation et du linguistique est un élément important. Donc, voilà, on voulait vous faire cette présentation. Je passe la parole à Françoise Nassani et je la remercie par avance. Bonjour à vous toutes et tous. Donc, Muriel, vous projetez, hein? Voilà. Oui. Donc, Françoise Nassani, alors je travaille à la direction régionale de Pôle emploi, service partenariat. Et donc là, je vais essayer de respecter le timing, hein, donc vraiment faire court, vous présenter l'accord cadre national, hein, donc entre l'État, l'OFII et les acteurs du SPE. Alors, cet accord cadre a été signé le 1er mars dernier et il a une durée de 2020 à 2024. Alors, en premier lieu, je vais vous parler, alors vraiment faire un retour sur les acteurs, sur l'enjeu. Alors, Muriel, si on ne peut pas passer à la diapo suivante, voilà. L'enjeu, les objectifs, quel est le public concerné et vraiment rappeler les grands axes de cet accord cadre, hein. Alors, les acteurs. Alors, le précédent accord, hein, je voulais quand même préciser, 2016-2019, était conclu uniquement entre l'État, l'OFII et Pôle emploi. Et ce nouveau accord, hein, le renouvellement de ce partenariat, on a revu le périmètre et on l'a étendu à l'ensemble des acteurs du SPE, donc en incluant le réseau des missions locales, le réseau de Cap Emploi et l'APEC. Nous avions besoin de la mobilisation de tous dans l'accompagnement au vu de l'hétérogénéité des profils. Donc voilà, c'est un accord multipartenarial. On va peut-être passer à la diapo suivante. Alors l'enjeu, il est très clairement défini dans cet accord, hein, c'est de faire de l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants une priorité de la politique d'intégration. Et pour cela, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faciliter ce parcours, hein, tant dans l'intégration républicaine que dans l'insertion du monde socio-économique, avec 3 grands axes, hein, l'apprentissage de la langue, l'intégration sociale et professionnelle, et puis donner toutes les billes, hein, en fait, pour l'accès à l'autonomie. Vous m'interrompez, hein, si vous avez des questions. Donc, on va juste quand même bien définir le public. Qui c'est qui est concerné par cet accord cadre? Alors là, on parle des étrangers qui sont primo-arrivants, qui sont ressortissants des pays tiers à l'Union européenne et à la Confédération helvétique. Ce sont des signataires du STIR qui sont présents sur le territoire depuis moins de 5 ans et qui sont à recherche de formation ou d'emploi, inscrits ou non sur la liste des demandeurs d'emploi. Voilà le public concerné par cet accord cadre. Alors cet accord cadre, hein, il se décline en 3 axes. Alors je vais vraiment vous présenter là les axes essentiels parce que cet accord, comme le disait Muriel, hein, il a comme vocation à être décliné au niveau territorial. Et là, on a déjà sur le territoire des actions concrètes, hein, locales, que l'on peut déjà identifier. Alors, cet accord cadre, on a 3 axes. Le premier qui est de renforcer la connaissance réciproque des offres de services des partenaires et partager les expertises. Alors, voilà ce que je voulais, en présentant ces axes, je les mettrai volontairement en perspective avec des chantiers nationaux entre l'OFII et Pôle emploi. On a une feuille de route nationale qui se décline en des groupes de travail, hein. Donc, je mettrai les travaux qui viendront en fait compléter les axes, hein, que nous avons, les priorités dans cet accord cadre. Alors, le premier axe, c'est qu'on se dit, même si nous avons l'habitude de travailler depuis de nombreuses années ensemble, on ne se connaît pas. Et donc, on avait vraiment besoin de sécuriser le parcours des bénéficiaires en se connaissant mutuellement. Alors, on voit sur des territoires, des visites, des immersions. Nous avons reçu des collègues de l'OFII dans nos agences. Et l'OFII a reçu aussi des collègues de Pôle emploi. Donc, l'objectif était vraiment de mieux se connaître. Et donc, par rapport au chantier national dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une liste actualisée, un annuaire actualisé, hein, de tous les référents qui interviennent sur des référents des SPE qui interviennent, hein, sur cette thématique-là.
voilà, on peut aussi avoir des… Ah, vous êtes allé trop loin. Voilà. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble, de mieux se connaître. Hein. Et puis, alors, il y a un autre chantier qui a été lancé, et notamment, il y a 3 labs nationaux, dont un Grand Est, le 9 décembre prochain, qui est de travailler, en fait, sur les besoins en compétences des entreprises, comment les identifier, comment fluidifier le parcours des bénéficiaires SIR. Le deuxième axe, articuler les actions des signataires du présent accord cadre au niveau national et local en faveur de l'emploi. L'idée, c'est que chaque bénéficiaire peut avoir recours à l'ensemble de l'offre de services de l'acteur du SPE qui est concerné. Hein. Donc, on va mobiliser toute l'offre de services du SPE dans le parcours d'intégration. Donc, pour cela, on s'appuie sur les connaissances réciproques des offres de services et notamment, Pôle emploi va contribuer au niveau national. On est en train de préparer un kit qui servira en fait aux prestataires de l'OFI pour la G4 qui est concernée par la thématique de l'emploi. On est en train de préparer un kit de présentation de notre offre de services. Et alors, on nous demande aussi, mais ça, ce sera décliné en action locale, avoir un regard particulier, une attention particulière au public le plus éloigné de l'emploi. Ça peut être les femmes primo-arrivantes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Et toutes ces priorités seront déclinées en local. Hein. Et le troisième axe, assurer une meilleure prise en compte des caractéristiques des bénéficiaires et fluidifier les parcours d'orientation et d'insertion professionnelle. En fait, pour le bénéficiaire, le parcours doit être plus fluide entre les opérateurs afin que le bénéficiaire n'ait pas à répéter tout le temps les mêmes informations. Et pour les signataires de l'accord cadre, il s'agit d'améliorer la connaissance des parcours et alimenter les statistiques dans les différents comités, en sachant qu'aujourd'hui, pareil, il y a des chantiers nationaux et qu'on va avoir en fait des flux automatisés entre les opérateurs, notamment entre l'OFI et Pôle emploi. Donc, ce sont aussi des chantiers qui sont en cours et visiblement livrables en 2022. Et je vous ai mis en dernier slide, alors c'est un parcours d'intégration républicaine que j'ai récupéré sur le web, qui montre en fait le parcours du primo-arrivant avant son départ du pays d'origine jusqu'à son arrivée en France. Voilà, donc j'ai essayé de faire